Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Donc je suis dans le podcast Équité et moi je m'appelle Émeric. Ah voilà, parfait. Et voilà, nickel. C'est ton premier clap? Ouais. Et alors? C'est ma première interview et tout ça. Carrément. Ouais, j'ai un peu la pression. Oh, ça Je commence à cœur à palpiter là. Bon, bref. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation, Merci Émeric. de m'avoir invité. Ouais. Bah ouais. Alors, j'ai entendu dire que tu étais aussi speaker, c'est ça? Oui. Tu passes aujourd'hui? Je passe aujourd'hui fin de journée. Fin de journée. Et c'est quoi le thème? C'est quoi le titre accrocheur? Le titre accrocheur, le sujet, c'est est-ce que l'agilité ne serait pas simplement un problème de mathématiques? Ah ouais. Donc je prends l'axe mathématique pour expliquer l'agilité, quel est le contexte vraiment de l'agilité, et qu'est-ce qui n'est pas de l'agilité, et qu'est-ce qui n'est pas le contexte de l'agilité. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là de te dire agilité mathématique, je peux en faire un talk? Ouais, alors moi je suis un technicien entre guillemets, c'est-à-dire ou ingénieur quoi. Ouais. Donc moi ma réalité c'est j'ai des problèmes ou des problématiques et je dois sortir des solutions concrètes. Et donc j'ai commencé il y a longtemps, j'ai commencé ma carrière vers 2001-2002 en informatique. Donc j'ai connu l'avant-agilité, j'ai connu la montée de l'agilité et le après-agilité. Et ce que je constate aujourd'hui, mais alors c'est de mon point de vue de ma carrière, c'est qu'on est revenu en arrière. C'est que globalement ce qu'on appelle de l'agilité, ce n'est absolument pas de l'agilité. Et les mathématiques, pour revenir à ta question, qu'est-ce qui m'a donné l'idée? J'ai repris les fondements et les gens du manifeste agile, ce sont tous des ingénieurs. Oui. Des ingénieurs et notamment un des créateurs de Scrum, je ne sais jamais son nom, j'arrive jamais à le prononcer, il a même un master en statistique. Ok. Donc c'est vraiment une culture scientifique et mathématique qui a donné la naissance du manifeste agile. Donc ça c'est plus pour le développement informatique. Après il y a l'agilité autre, Lean et tout ça, mais moi je suis plus dans la partie vraiment développement ou informatique quoi, en général. Ok, et donc tu vas parler de ça pendant 40 minutes, c'est ça, 50 minutes? Voilà, c'est qu'on va se dire, on ne sait pas ce que c'est que l'agilité, et on va essayer de prendre des choses à droite à gauche, se perdre un peu, et puis essayer de voir quels sont les points communs avec l'agilité ou pas l'agilité, et via des raisonnements plutôt mathématiques, essayer de trouver un truc qui nous aide à comprendre un peu mieux l'agilité. Voilà, sans être évidemment la définition parfaite, quoi. Ok. J'ai entendu que tu avais commencé à travailler en 2000. Ouais, à peu près. Un peu après. T'as fait des études que scientifiques alors en fait au bout du compte? Oui. Tu as fait que ça? Ici? Sur Nantes? Alors oui, moi je suis un pur Nantais. Ouais. Voilà. Et t'es un pur Nantais? Oui. Donc alors, moi j'ai des potes qui habitent Nantes aussi et à chaque fois je leur dis, la capitale de la Bretagne c'est Rennes. Exact. Et toi, toi tu dis oui? Ah bah oui. Et à chaque fois je me fais casser la gueule quand je dis ça. Ça dépend de ce qu'on regarde. Administrativement parlant, la Bretagne, voilà. Après, effectivement, si on commence à remonter l'histoire, dans ces cas-là... Je crois qu'il y a un flou là-dedans et je joue avec ça. Oui, on peut remonter aux Ostrogoths, aux Visigoths, barbares, même aux dinosaures. À un moment, bon. Mais voilà, je ne suis pas attaché à une région administrative, culturelle. Je sais qui je suis, j'ai pas besoin de... C'était la blague. Mais... Donc, toujours sur Nantes. Et ton premier poste, rôle, emploi, c'était codé? Alors, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait des études de développement informatique. À l'époque, ça s'appelait informatique industrielle, donc ce qu'on appelle vaguement aujourd'hui l'embarqué, ou l'IoT, on va dire. C'est un peu plus connu. Donc moi, c'était plutôt microcontrôleur, voilà, dans l'industrie. Donc le 80-80 pour débuter, après on passe sur du Freescale, et après on fait non, alors non, quand même pas, non, j'étais un peu plus haut niveau, mais oui, on faisait d'assembleur et on faisait du C. D'accord. Je suis sorti en 2001, donc attentat, les 11 septembre, donc l'économie bagotte. Bon, j'ai pas trouvé tout de suite dans ce domaine-là. D'accord. Et donc j'ai plus commencé finalement par la maintenance informatique. Ok. Voilà. Mais vraiment la maintenance, on ne faisait pas que juste changer des cartes, on essayait vraiment de les réparer à l'époque. J'ai fait du réseau aussi, un peu administration réseau, mais aussi tirer des câbles réseau. Comment on tire du câble réseau? Il y a des normes à respecter pour éviter des perturbations, tout ça. J'ai fait aussi l'administration système, un peu Windows et puis un peu Unix. Et bon, je suis revenu, j'ai repris des études en cours du soir au CNAM, pour augmenter entre guillemets mon diplôme. J'avais un bac plus 2, je suis passé à bac plus 4 pour revenir dans le développement. Donc là, après
Vraiment, je suis revenu à fond dans le développement à partir de 2007. Ok. Voilà. Ok. Et donc là, tu as commencé à coder en quoi? En Java? Voilà. T'es en C#? Ouais, Non, c'était plutôt Java. Ok. Même si j'ai fait un peu d'autres choses à côté, mais plutôt Java. Et donc vraiment les premières, j'ai vu arriver du coup tout ce qu'on appelle cloud maintenant, les premiers frameworks front avec AngularJS principalement à l'époque. Ouais. Tout ce bouleversement entre guillemets de nos habitudes en termes d'usage, puisque là on adressait quasiment tout le monde en termes d'usage. La volumétrie, l'informatique au départ c'était quand même plus réservé à des professionnels. Il y avait l'informatique qui était personnelle, c'était un peu deux mondes séparés on va dire. On n'adressait pas. Et puis là, c'était la fusion et l'explosion avec tout ce qui est la diffusion d'Internet. On est passé à des problématiques plutôt isolées, D'accord. une machine, à toutes les machines sont connectées mondialement en réseau. Et donc là, en termes de sécurité, en termes de tout ce qui est SLA, voilà, tous ces termes-là. Ça devient plus complexe. On a pris une claque monstrueuse. Enfin. Voilà. Ok, donc dans l'ensemble de ce que tu viens de nous expliquer, elle vient d'où la genèse? C'est une influence familiale ou c'est plutôt les potes qui t'ont amené là-dedans? Non, j'ai la chance d'avoir une mère qui, dès le début, a fait des études et des métiers qu'on disait d'hommes à l'époque. D'accord. Elle a été une des premières femmes à avoir un diplôme technique, donc mécanique. Ah, mécanique. Okay. Mécanique, donc fin des années 60, 70. Elle a été dessinatrice industrielle. Et après, elle est partie, elle a été, à l'époque, on disait analyse programmeur. Et donc, j'ai baigné dedans. Mon père, lui, était plutôt dans la partie comptabilité, mais il avait vu l'intérêt aussi des machines. Donc, j'ai toujours, quasiment toujours eu chez moi des ordinateurs. Alors, ce qu'on appelait les ordinateurs personnels, les TO7, les Commodore 64, les petits trucs qu'on branchait sur la télé. Ouais. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai toujours connu ça, c'est vrai. Et j'ai toujours trouvé ça absolument incroyable de faire exécuter des choses à une machine, quoi. Juste une machine, on tape sur le clavier, elle fait des choses. Quand j'étais petit, je restais derrière mon père à regarder ce truc-là en me disant « Waouh, c'est magique ». Ouais, c'est de la magie, mais finalement non. Non, bien sûr, mais voilà. Vu de l'extérieur. Moi, culturellement, je suis vraiment passé de la machine qu'on branche sur une télé à maintenant on crée notre machine dans le cloud. Ok. Et donc j'ai la chance de vivre cette évolution. Très bien. Et là, ça fait donc une bonne vingtaine d'années. Voilà. Ça fait une bonne vingtaine d'années. Pas mal d'expérience. Oui. C'était quoi pour toi le plus grand défi que tu as dû, ou le plus grand obstacle que tu as dû surmonter sur ces 20 années? Je crois qu'il est toujours en cours, le plus grand obstacle. Il est toujours là? Et en ce moment, tu le vis là? Je pense que beaucoup de gens le vivent, c'est avoir de la crédibilité en tant que techos, entre guillemets. D'accord, vas-y, explique-moi. C'est que, alors, moi, j'ai l'expérience des grandes structures. Je ne peux pas te parler d'une petite boîte où il y a 3 ou 4 personnes, je ne connais pas, je n'ai pas cette expérience. Et dans les grandes structures, tu as ceux qui font du Word, du Excel, des PowerPoint, qui sont des beaux parleurs, qui ont appris des techniques rhétoriques, qui sont tout en haut. Et puis, il y a ceux d'en bas. Et honnêtement, il y a une période justement où la bonne période entre guillemets de l'agilité, quand Google est arrivé à proposer son Google Cloud, et tout début là, les Compute Engine, je ne sais plus comment ça s'appelait au départ. Là, il y a eu une crédibilité. Là, on avait une crédibilité. Je trouvais vraiment que ça s'est bien amélioré. On était vraiment mis au cœur des décisions. On rencontrait les clients. Donc là, c'est pour moi la bonne période de l'agilité. Où là, effectivement, on disait, il faut que tout le monde discute avec la personne qui exprime le besoin pour bien le comprendre. Okay. Et on est revenu en arrière, justement ce que je disais un peu au début, par ces gens-là qui te disent, non mais toi, et on le voit beaucoup sur LinkedIn, c'est, je compte plus le nombre de fois où je m'énerve à voir un post d'un PO qui dit, non mais c'est pas le code qui est important, c'est la plus-value métier. Dans ces cas-là, enlève le code et puis enlève les développeurs. Et puis on verra comment ton business... Mais ça marche pas, ça. Donc on est toujours... Mais je sais pas si c'est une culture française, mais on est toujours dans ce délire de moi je sais mieux que l'autre et ce que les autres font, c'est nul. D'accord. Et je trouve... c'est comme ça que je l'interprète, moi, en fait, dans mon expérience professionnelle. Certainement que je le fais moi aussi, inconsciemment. Mais voilà. C'est une chose, et quand tu es un technicien et que tu as quelqu'un qui arrive et qui dit faut faire ça, et tu dis là ça va être compliqué, c'est juste une ligne de code à changer.
Ouais, Non. c'est que Non. ça à faire. Ah non, parce que cette ligne de code, elle peut, techniquement impacter beaucoup de choses. Elle peut aussi modifier des concepts d'architecture, concepts variés, quoi. Au-delà de l'aspect, le code n'est pas important quand tu vois des PM ou des PO dire ça, c'est que c'est une méconnaissance totale du métier et de leur écosystème. Donc fondamentalement, pour moi, c'est pas des vrais PO. Alors, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais effectivement, Moi, j'y vais. faut pas me lancer sur le sujet des Scrum Masters, des coachs agiles, ou alors maintenant du rebranding, qui pour moi est une grosse arnaque Agile Master, où ce sont des gens justement qui, je pense, la plupart sont honnêtes dans leur démarche. Ouais. Malheureusement, l'honnêteté ne fait pas que tu as un bon impact en fait. Et quand je vois des Scrum Masters, des coachs agiles, qui n'ont jamais touché une ligne de code, alors on parle là parce qu'on parle code, mais que ça peut être aussi bien pour sûr. l'infrastructure, Ouais. qui ne comprennent pas les concepts et qui vont t'expliquer la vie, c'est compliqué. Et il y a une partie, alors c'est pareil, il y a des gens très très bien. Ici, moi j'en connais ici, vraiment des gens qui sont formidables, et j'ai eu la chance d'en rencontrer d'ailleurs, qui m'ont fait vraiment grandir sur l'agilité. Et il y a une autre type de population qui est aussi très compliquée à adresser, c'est ceux qui ont fait. Ah oui, mais je comprends ce que tu me dis. Non, mais j'ai été développeur pendant 10 ans. Oui, mais il y a 20 ans. Donc, c'est un peu le concept du est-ce que tu vas aller demander à ton garagiste un conseil de médecine parce qu'il a été médecin il y a 10 ans ou 20 ans? Bah non, tu vas pas le faire. C'est logique. Parce que tu dis, bah, il est changé et tout ça, c'est normal. Donc aujourd'hui, pour moi, et j'ai rencontré ce genre de personnes, un Scrum Master qui veut bien aider son équipe, il faut qu'il mette les mains dedans. C'est ça. S'il ne connaît pas le développement, s'il n'applique pas lui-même pour ressentir les choses, parce que la parole n'est pas suffisante. Il y a des choses, on les ressent. Et donc, dans un garage, par exemple, tu as le chef d'atelier. Le chef d'atelier, il met les mains dans le cambouis, il met les mains dans le moteur. Sinon, et c'est pour ça que ce qui se passe en informatique, c'est exactement ce qui se passe dans les EHPAD ou même à l'hôpital. On met des gestionnaires, des gens qui ne comprennent pas le métier, et on voit ce que ça donne. Dégradation, on meurt aux urgences, et puis on meurt dans les EHPAD, on est maltraité. Et c'est pas forcément une volonté de ces gens-là, De nuire, c'est... mais c'est l'effet de C'est leur l'impact. méconnaissance. Et alors, sans se croire comme eux, souvent les coachs agiles, ils se prennent pour des neuropsychiatres en sociologie, un truc de fou. Et donc, ils te sortent toutes les mots-clés, biais cognitifs, la théorie de Cartman, et tout, avec le triangle, sauveur, machin. Que des trucs qui ne sont pas forcément validés par la science, ou qui ne maîtrisent pas d'ailleurs. Mais on a l'ignorance, quand même. Et moi, je suis le premier à faire cette erreur. L'ignorance nous donne l'illusion de la connaissance. La connaissance. Et en fait, humainement, je pense qu'on n'est pas très intelligent, en fait. Globalement, on n'est pas hyper intelligent. On arrive à faire des choses, mais moi, je suis pas très intelligent, en fait. Je suis quelqu'un de normal. Non, mais c'est ça, en fait, la réalité, c'est voilà. Et en fait, c'est là où c'est compliqué, parce qu'il faut, je sais pas comment dire, travailler sur soi, c'est pas au bon sens, mais il faut accepter qu'on a... Faut peut-être d'abord travailler sur son ego. Il veut une première Ouais, étape. mais même l'ego, en fait, je sais pas, j'ai pas de solution. Il y a pas de... Non, il n'y en a pas. Mais voilà. Hop. C'est moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et que quand je discute avec beaucoup de gens, il y a un phénomène que je trouve dans la société, et j'ai vu ça dans l'informatique, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, alors soit en burn-out, soit en dépression. Parce que aujourd'hui, c'est comme ça que j'interprète aujourd'hui mon travail, c'est pas de faire quelque chose, c'est de me battre pour pouvoir faire quelque chose. Donc, il y a une entreprise qui m'embauche, qui me met des tas de bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de... Je comprends pas. Ouais, il y a beaucoup d'ingés, de tech qui me disent ça aussi. Ils sont souvent freinés par... soit par un système, Oui, soit parce qu'en fait les gens, non mais chez nous on ne fonctionne pas comme ça. Ah bah, Il y a le fameux problème unique que personne ne l'a. Et, alors oui, parce que et on se dit, non mais tu comprends, ça c'est pas possible de faire chier. Oui, alors ça j'ai fait des formations et tout ça. À un moment, t'en as marre parce que c'est toujours ah oui, mais chez nous on a des problèmes uniques. Je me souviens d'un client qui me dit ça, ah oui, mais chez nous on a un truc un peu particulier, c'est qu'on a la nouvelle application puis on a l'ancienne application. Ah oui, comme dans toutes les entreprises en fait. Voilà. Et donc si on revient en plus sur l'agilité, il y a un truc qui me, je sais pas si ça me fait rire ou ça me fait rire nerveusement, c'est non mais avec le petit livret, voici l'agilité by le nom de l'entreprise. Ici c'est comme ça qu'on pratique l'agilité. Ah oui, mais c'est ici aussi comme ça que tu parles français, puisque tu parles pas le même français à l'extérieur.
ce qu'on appelle le patois. Enfin, il y a un moment, conceptuellement, en fait, il y a un problème, en fait. Il y a vraiment un problème de fond. Bah, ils veulent appliquer quelque chose. Ils veulent pas inspirer une culture, peut-être. Alors, j'ai peur que la réalité, ça soit plus dur que ça. Je vais me faire détester. Mais j'ai l'impression que ces gens-là ont inconsciemment compris qu'en fait, leur boulot, c'était du vide. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Le fameux bullshit job. Que c'était du vide, mais plutôt que de dire, en fait, c'est du vide, je m'en vais, quoi. Ah non, ils vont continuer dans ce délire. Par exemple, je suis sûr que peu de gens ont fait ce que là, j'ai fait. Quand je dis peu de gens, bon, après, j'ai pas de chiffres, hein. Mais toi, moi, j'étais avant, là, je suis redevenu développeur. Mais avant, pendant plusieurs années, mon travail, c'était de mettre en place les environnements pour les développeurs. Donc, ça veut dire le gestionnaire de code, le gestionnaire de qualité, et puis de mettre en place toute cette plateforme. Sauf qu'il y a quand même un moment, je me suis rendu compte, je dis, oui, mais il commence à parler de choses, je comprends pas, là. Il y a de plus en plus des sujets autour de l'architecture hexagonale. Oui. Il y a Python qui arrive de plus en plus. Oui. Python, comment ça marche? Le retour Python. Et donc, je me suis senti dire, je commence à pas forcément hyper bien comprendre ce qu'ils racontent et être un peu en difficulté. Donc, si je veux les aider, ces gens-là, à mettre les infrastructures, parce que moi, j'aime bien jouer avec l'infrastructure, même si j'aime pas faire ça qu'à 100%, si je veux bien les aider, il faut que je remette les mains dans le cambouis. Donc là, je suis revenu dans le développement et je peux te dire qu'il y a eu une évolution. Je dois rattraper le retard. Le retard, ok. Parce que j'ai fait un peu de dev de temps en temps, mais pas aussi poussé que maintenant. Et donc là, je me prends peut-être 10-15 ans de retard. Et donc, je vois des nouveaux concepts, notamment tout ce qui est les normes Craft. Ouais. À quoi ça sert? Comment l'expliquer, en fait? Pourquoi c'est important, en fait? C'est pas juste une lubie de développeur, comme je te disais, voir sur LinkedIn. Ah oui, mais le gars, il fait du refactoring pour se faire plaisir. Non, je connais personne qui fait du refactoring pour se faire plaisir, parce que c'est plutôt galère. Et du pair programming pour se faire plaisir aussi. Ah oui, non, on va pas payer deux personnes à faire la même chose. Et en plus, ils ont un poste pour deux. C'est bon, j'en ai payé deux, quand même. Ouais, voilà. T'as compris le... Ouais, moi, c'est du vécu. Hein. Voilà, donc c'est tout, c'est... Alors, c'est vrai que c'est compliqué en tant que technicien, parce qu'on n'apprend pas à communiquer. On n'apprend pas à entre guillemets, vendre notre idée. On dit, non, il faut faire du refactoring. Mais, et donc, le truc classique que je vois et qui m'insupporte, c'est les US techniques. Ça n'existe pas conceptuellement un US technique. On répond à un besoin. Mais on dit, oui, mais il l'a pas exprimé, le client. Il l'a pas exprimé clairement, mais le client, ce qu'il veut, c'est une application évolutive. Donc, pour adresser ce besoin qu'a le client, il faut faire du refactoring, il faut mettre une bonne architecture, il faut... Oui. Mais c'est de la gestion de la dette, ça. Hein. Et il faut que le client comprenne aussi ce genre de c'est même choses. pas une gestion de dette, c'est une gestion de... C'est normal, enfin, ça fait partie du besoin du client. Certes, pas exprimé noir et blanc avec signé de son sang. Ça fait partie du besoin. Parce que moi, j'ai vécu pas mal de projets. Alors, j'ai un peu cette chance-là. J'ai fait énormément de projets qui se sont complètement foirés. Et donc, j'ai cette culture de... Mais je sais pourquoi. Et quand tu arrives sur un projet où il n'y a jamais eu ce travail de fait, qui était pourtant une pépite, cette idée de projet, et où, théoriquement, tu dois sortir une nouvelle feature, un gros morceau en 6 mois, et qu'en fait, au bout de 2 ans, tu n'arrives toujours pas à le sortir, parce qu'il y a ce qu'on appelle... Moi, je considère que c'est pas le bon terme, mais de la dette technique, c'est autre chose, c'est une mauvaise conception. Ah oui, mais ça fait s'englobe ça dans ce terme-là. Hein. Voilà, mais c'est comme une maison, on change des isolants à peu près tous les 10 ans, 15 ans, voilà, c'est la même chose pour le code. Et le projet, il coule. Donc là, quand les PO t'arrivent à dire mais non, c'est pas le code qui est important, mais bon, tu fermes une boîte à cause de ça, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ton constat du moment, c'est le constat c'est un peu cyclique aussi, d'après ce que tu me disais, on revient un peu sur les choses en arrière. Ouais, mais je pense que oui, c'est cyclique. En fait, c'est cyclique. Alors, pour les grandes entreprises, parce qu'au bout d'un moment, on retrouve toujours les mêmes têtes dans les grandes entreprises. Tu m'étonnes. Et en fait, tu t'aperçois, parce que j'ai été dans une boîte, je ne vais pas la citer, mais la personne a fait... de toute façon, bipera. Non, mais je ne vais pas la citer. Elle a mis un concept qui était vachement bien. Super. Franchement, le concept qu'elle a mis en place dans cette boîte, ça collait parfaitement. Elle est partie dans une autre structure, qui était une banque. Ça, je peux le dire. Elle a appliqué la même chose. La catastrophe. Parce que la personne n'a pas compris. En fait, finalement, c'est un peu de la chance, quelque part, tu te dis. Voilà. Et ces gens-là, tu les vois. Et moi, j'y travaille pas mal en tant que prestation. Et puis, j'ai essayé en interne dans une banque. Et tu vois toujours les mêmes noms qui passent d'entreprise en entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est cyclique. Les gens, fondamentalement, toi, moi, les gens au guichet,
Ils sont là, ils se lèvent pas le matin pour mal travailler ou pour gueuler sur les gens ou pour s'énerver. Non, on s'aide parce qu'on a tous envie d'aider naturellement les uns, si on peut aider les uns les autres. Le problème, c'est, ça fait un peu stéréotype, mais c'est plus dans la couche du dessus. Et j'utilise le mot couche parce que c'est vraiment encore ça. Et moi, quand il y a Raffarin qui dit non, mais la lutte des classes, c'est fini. Alors oui, c'est peut-être plus la lutte des classes, c'est la lutte des couches. Si on veut. Mais je comprends pas que les gens, on va pas interroger les gens qui sont au contact. Tu es au contact du client, tu es au contact des usagers. C'est toi qui vois le problème. Si les usagers, c'est toi qui... Parce que forcément, c'est facile quand tu es directeur, tu es dans un bureau. La violence qu'il y a dans les transports, par exemple, que les chauffeurs de bus vivent, les infirmières et infirmiers. Bah c'est sûr que quand tu es tout en route, tu la vois pas la violence. Donc oui, bon, il y a un peu de violence. Bon, allez, on va te payer une formation en CNV, puis ça ira. Ah non, alors CNV, communication non violente. C'est du boulot. Enfin, ouais, c'est du pipeau, tout ça. On est donc à l'IUT de Nantes pour Agile Nantes. Toi, tu vas aller voir d'autres confs aussi. Tu as fait un petit programme ou tu es plutôt là pour dire tiens, il y a un mec qui fait des podcasts, ce serait cool de venir. Alors moi, je suis là, parce que finalement, j'ai proposé mon sujet, il a été retenu. Ça, c'est pas ma faute. Donc, il faut que j'assure sur mon sujet. T'as vu le podcast, ouais. Il y avait le podcast. Je dis, bon, c'est rigolo. Et c'est surtout... mais ça fait longtemps que les organisateurs, en tout cas, parce que j'étais un petit peu 2-3 ans orga ici, ils se posent, ils disent, mais on voit quasiment plus de techniciens dans les agitaux. Pourtant, c'est c'est par eux que c'est venu. Ça. On a le même constat sur l'île. Je pense qu'on a le même constat un peu partout. Un peu partout, d'accord. Et, oui. Pourquoi les techniciens ? Alors, c'est pas pour jeter la pierre. Mais c'est vrai que quand tu vois les sujets qu'il y a, c'est trop, et à mon sens, en tant que technicien, trop abstrait. Ouais. C'est bon, oui, on va t'apprendre à comment bien pitcher. Ouais, mais en soi... On s'en fout. Donc, c'est trop conceptuel, je vais dire. Ouais, c'est ça. Pour un technicien, c'est trop conceptuel. Et toi, t'es là dans ton code, t'as le crâne comme ça à la fin de ta journée, t'as ton chef qui dit « il faut que ça sorte parce que le client... » Et là, on va dire « oui, mais alors attends, il faudrait que tu prennes du temps. » Alors, combien cette story vaut de points ? On t'explique jamais en plus. Cette histoire de points qui est donc une estimation. Un point, c'est 1 heure, c'est connu. Voilà, le principe de l'estimation relative. Personne ne t'explique avec les US étalons, entre guillemets. Enfin, on ne t'explique pas tous ces concepts-là. Et ce que j'ai vu, alors, c'est vraiment un truc qui me rend fou, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, alors même de technicien de maintenance, j'avais des réunions. Ouais, bon, c'était peut-être 5% de mon temps. Maintenant, j'ai 50% de réunions. Alors, c'est plus des réunions, ce sont des cérémonies agiles, voilà. C'est plus des réunions. Des cérémonies, des rituels, ce genre de choses. Voilà, c'est plus des réunions, c'est des cérémonies agiles. Oui, enfin, on fait rien pendant ce temps-là. Mais si ça fait partie de ton travail, ben non, en fait, là, le délit, tout le monde raconte sa vie, tout le monde dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, mais finalement tout le monde fait ça. On passe son temps à regarder des US qu'on connaît pas, mais alors plutôt que de dire je pense que ça fait 3, tu me donnes le truc, je commence à travailler dessus, et une fois que j'aurai commencé à travailler dessus, là je comprendrai, et là je pourrais te faire un retour. Ah ben non, parce qu'il y a de l'engagement. Alors l'engagement, ça j'en parle justement dans ma conf. T'en parles à la conf, ouais. Tu t'engages sur quoi aussi ? Mais non, mais c'est... C'est à partir du moment où tu as un engagement de résultat, tu peux pas être en agile. C'est de la gestion de projet classique. Si tu as un engagement de résultat, tu dois poser des hypothèses dès le début, parce que sinon, évidemment, contractuellement, tu vas faire défoncer. Et ça, c'est ce que je faisais quand on faisait les soi-disant cycles en V, qui est très bien au demeurant, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Je confirme, j'en parle souvent, on en parle souvent à mon podcast et puis avec mes associés. Mieux vaut un beau projet en cycle en V plutôt qu'un projet où on dit on va faire de la mauvaise agilité. Alors ça, c'est l'enfer. Donc moi, mon travail, c'est de construire des choses. C'est pas de passer mon temps à discuter. Je dis pas qu'il faut pas que je discute, c'est utile. Même si tu aimes bien parler. Ah oui, oui, ça se voit, ouais, c'est un problème, ouais. T'as raison. Mais mon but, en tant qu'ingénieur, c'est de trouver des solutions et pas passer mon temps à faire des PI planning. Alors ça, safe, pardon. Ouais. C'est l'enfer, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Mais c'est parce que je pense que les gens sont persuadés que l'agilité, c'est un peu comme la fameuse pub des antibiotiques, quoi. Allez, vas-y, je te mets des antibiotiques. Je te mets de l'agilité partout. Non, ça n'a aucun sens. Je comprends. L'agilité, il faut comprendre déjà
Le manifeste agile, c'est 2001. Ouais. En 2001, le contexte de l'informatique était différent déjà d'aujourd'hui. Ça a été fait par des ingénieurs, donc ça adresse des problématiques précises. Et le manifeste agile te donne la grille de lecture, c'est la première phrase qui est importante. Le reste, en fait, c'est du détail. Tout le monde te cite les 4 valeurs, les 12 principes, mais on s'en fiche. C'est première, on est en train d'apprendre à faire de meilleurs logiciels. On essaye d'apprendre aux autres aussi. Donc, on est dans une phase d'apprentissage. Donc, si celui qui arrive, qui te dit « Ah non, mais on va faire ça, je l'ai fait plein de fois, ça marche très bien. » Ben, ça marche très bien, c'est pas une preuve. Hein, ça n'a absolument... ça marche très bien. Tu mets un point dans la tête de quelqu'un, oui, c'est sûr, il va finir par être d'accord avec toi. Enfin, le côté ça marche, c'est pas forcément valide. Valide, ouais. C'est. On va arriver à la fin de l'interview. Ouais, ça fait 1 heure, il est l'heure de manger quand même. Ouais, ça se prépare tout doucement, ouais, effectivement. Derrière, toi, pour essayer d'accompagner encore une fois ton raisonnement et ta vision, est-ce que tu as un ouvrage, un blog, quelque chose comme ça pour dire, voilà, lisez ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Oui, Agile proprement de Robert C. Martin. Ok. Qui est donc un des signataires du manifeste agile. Et c'est là où tu comprends que non, les fondateurs de l'agilité n'ont pas dit qu'on veut faire juste des logiciels de plus grande qualité, de plus grande valeur. C'est complètement autre chose. Alors ils sont pas tous d'accord entre eux d'ailleurs. Et donc moi j'ai lu celui-là, mais lisez, il y en a d'autres. Hein. Il y a Ta gueule c'est agile, c'est un livre aussi, on l'a lu, qui est aussi assez sympa. Enfin, revenir aux fondamentaux et se dire c'est pas grave, on s'est trompé, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Et moi, il y a plus. Pendant longtemps, j'ai fait de l'agilité croyant savoir ce que c'est, et puis en fait, je me rends compte que je n'ai toujours pas compris ce que c'était. Bon, ça sera peut-être le mot de la fin. C'est ça. Je n'ai rien compris. Voilà, merci. Allez, si vous avez compris quelque chose à l'agilité, appelez-nous. Allez, ciao. Allez, salut. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.